Bonjour à tous, aujourd'hui samedi 28 septembre, j'ai envie de vous faire de nouveau un petit update lecture. En effet, sur la table, j'ai 4 livres à vous présenter, 4 excellentes lectures, dont un, je dirais, peut-être coup de cœur de l'année 2024. Donc, sans plus attendre, c'est parti, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Alors, c'est parti. Tout d'abord, pour vous dire, j'ai 2 bouquins que j'ai lus au mois d'août et 2 bouquins que j'ai lus au mois de septembre. Le premier que j'ai lu au mois d'août, c'est Maudit Karma de David Saphir. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais par contre qui ont déjà lu Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché, je viens de le dire d'une seule traite, donc alors on le répète, Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché. Sautez dessus, parce que c'est du même acabit. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent ni l'auteur ni son œuvre, David Saphir a souvent, comment je vais dire, nous emporte dans des mondes qui sont bien à lui, avec plein d'humour, plein de burlesque, mais en même temps une écriture qui fait réfléchir, avec une certaine profondeur, je dirais même une profondeur certaine. Et juste ici pour vous dire comment je veux dire, le résumé, on est avec, je ne sais plus son prénom, si c'est Kelly ou Kim. Je crois que c'est Kim, qui est une animatrice de TV allemande, à la télévision allemande, qui est au sommet de sa gloire. C'est une star de l'écran. Et un soir, elle va, je crois, fumer une cigarette sur le toit de l'immeuble, de la télévision, et elle reçoit un morceau de météorite qui la foudroie. Elle décède en pleine gloire, et une fois de l'autre côté, elle va se poser les questions. Est-ce que j'étais une bonne mère? Est-ce que j'étais une bonne épouse? Bon, là, je ne vous spoil rien, je vous juste les questions qu'elle se pose. Et elle va essayer, avec David Saphir, donc il y a souvent plusieurs thématiques qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, et elle va essayer, avec l'une des thématiques qui est ici, bon, forcément la vie, la mort, mais la réincarnation, mais peut-être plus d'un côté vu de la philosophie bouddhiste, elle va se réincarner en fourmi, et elle va essayer de gravir les échelons de cette réincarnation animalière, parce que là c'est bien marqué sur la couverture, on voit la petite fourmi ici, ensuite c'est un cochon d'Inde, un chat et un chien, également. Et c'est ça, donc elle va essayer de remonter les échelons de cette hiérarchie, je vais dire, de réincarnation, pour essayer de revenir en tant qu'humain. Mais pourquoi? Pourquoi veut-elle revenir en tant qu'humain? Oh, là, il y avait longtemps, il faudra forcément un jour que je change de lumière, enfin voilà. Et donc c'est ça, donc c'est beaucoup de profondeur dans le texte. C'est, je dis, c'est la particularité de David Saphir. En fait, il fait parler les animaux. Je ne sais plus, ça a un nom. J'ai un trou, je ne sais plus. Et donc c'est ça. Ça a été une très bonne lecture. Ça, j'ai oublié de vous dire, c'est aux éditions Pocket. Et comme j'ai l'habitude maintenant de vous... en fait, je l'ai fait qu'une fois depuis que j'ai repris les vidéos, de vous citer 2-3 extraits du livre. Ici, il y a deux petits extraits, très courts. Je regardais la tête des 3 fourmis qui me faisaient face. Leurs yeux étaient froids, durs, impitoyables. Les yeux des inquisiteurs espagnols auraient sans doute ressemblé à ça s'ils en avaient eu 6. Alors la suivante. Je ne pouvais pas y croire. C'était trop merveilleux pour être vrai. Et en général, les choses trop merveilleuses pour être vraies sont effectivement trop merveilleuses pour être vraies.
Donc, n'hésitez pas, si vous voulez un moment de détente, réellement, choisissez Maudit Karma. Alors, avant de continuer et de vous présenter le second livre, ici que j'ai lu au mois de septembre, on va alterner, mois d'août, mois de septembre, mois d'août, mois de septembre, et finir par certainement peut-être le coup de cœur 2024, donc encore un peu de patience. On voit quand même, parce qu'on arrive là doucement vers la fin de l'année, et on voit émerger, enfin moi pour l'instant je vois émerger déjà deux noms que je ne connaissais pas du tout en 2023. C'est deux auteurs que j'apprécie réellement, donc celui que je viens de vous présenter, David Saphir, et l'autre c'est Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie, ici, aux éditions Folio. Le premier livre que j'avais lu de lui, c'était Bérésina, je ne sais pas si vous vous rappelez. Là, on parlait de la débâcle napoléonienne, de retour de Moscou, entre parenthèses une vraie boucherie. Ici, on est sur un autre mode. Sylvain Tesson va essayer de vivre pendant 6 mois au bord du lac Baïkal, en Sibérie. Autant dire qu'il va vivre dans une cabane qui fait, je crois, 4 mètres sur 6. Il va amener de la nourriture, des bouquins, et puis c'est tout. Un peu d'alcool quand même, un peu de vodka. Et de nouveau, c'est un livre avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup de vérité. Des vérités qui parfois sont un peu gênantes. Certainement. Quand on les lit, on dit, oui, c'est vrai que... on est certainement dans la nature la plus profonde qui soit. D'un côté le lac Baïkal, et puis de l'autre côté la forêt à perte de vue. C'est ça, il va tenir 6 mois, ou il va essayer de tenir 6 mois. Et comme j'ai dit, beaucoup de profondeur dans le texte. Là, il fait beaucoup de comparaisons entre la vie en société et puis quand on est reclus là-bas, au fin fond de nulle part. Quelque part aussi, c'est pas évident. C'est pas évident non plus de savoir et de pouvoir le faire, parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui aimeraient partir comme ça, 6 mois, en pleine nature, se poser 1001 questions, ou se poser aucune question, et puis vivre comme ça. Mais c'est pas évident, parce que toujours la société nous rattrape. Et donc, je veux dire, c'est un bonheur pour des gens comme ça de pouvoir le faire. Ça, c'est un. D'ailleurs, Sylvain Tesson, ça ici, je vais juste vous le dire. Il faut d'abord avoir souffert d'indigestion dans le cœur des villes modernes pour aspirer à une cabane fumant dans la clairière. C'est ça, 6 mois, donc il va faire 2 saisons, la saison hivernale et puis toute la saison printanière. Et de nouveau, j'ai envie de vous lire quelques extraits de ce très bon millésime, Sylvain Tesson. Qu'est-ce que la société? Le nom donné à ce faisceau de courant extérieur qui pèse sur le gouvernail de notre barque pour nous empêcher de la mener où bon nous semble. Le confort de ma cabane émousse les perceptions. Trop de facilité recouvre l'âme de suie. Je me souviens de mes journées dans la ville. Le soir, je descendais faire les courses. Je déambulais entre les étals du supermarché. D'un geste morne, je saisissais le produit et le jetais dans le caddie. Nous sommes devenus des chasseurs, des cueilleurs d'un monde dénaturé. Donc, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a, je vais dire, des dizaines et des dizaines. Donc, qui a reçu le prix Médicis
de l'essai en 2011. Donc de nouveau, c'est un livre qui est plus écrit comme un journal de bord, journée après journée. Bon, des fois, je crois qu'il saute quand même des journées, là, où il n'y a vraiment rien à voir, à regarder, enfin à regarder. Et puis c'est ça. Donc, mais quelque part, il saute pas beaucoup quand même de journées. Hein, donc voilà, c'est un hymne à la nature et qui montre du doigt certainement, dans la société où l'on vit, et quelque part une société malade. Voilà, donc Sylvain Tesson dans les forêts de Sibérie. Alors le troisième livre, là on va de nouveau refaire un petit bond en arrière au mois d'août. D'ailleurs j'ai eu un peu de difficulté avec ce livre parce que je vais dire des 4 ici sur la table, c'est celui qui m'a le moins impacté, donc ça va très vite pour avoir les souvenirs qui s'éparpillent un peu. Mais bon, ça a été quand même une très bonne lecture. Je vais juste vous dire, c'est Les prophéties de la montagne de Patty O'Green. Donc, je vais juste vous lire, ça c'est aux éditions, attendez, parce que là, j'ai pas mes lunettes, et c'est le premier livre que je lis de cette édition, édition Marchand de Feuilles, avec un format assez particulier quand même. Bon, c'est pas le premier que je vois en librairie, mais très étroit. Donc voilà, que je tiens bien en main. Donc Les prophéties de la montagne de Patty O'Green. Donc je vous lis le 4e de couverture. Des jeunes filles trouvent une carte des feux sur une montagne urbaine. C'est le point de départ pour l'une d'entre elles qui explorera longuement les sentiers de ce milieu naturel afin de trouver des réponses à ces questions sur notre relation au monde, mais aussi à l'amour, à l'art et à l'amitié. Puisant autant dans l'histoire que dans les connaissances du monde naturel et de la philosophie, Les prophéties de la montagne est un récit d'aventure et de découverte qui met en lumière les intuitions nombreuses qui guident nos parcours intimes. Donc, tout d'abord, qui est Patty O'Green? C'est une autrice québécoise qui vit à Montréal, je crois. Elle est horticultrice, arboricultrice, donc c'est ça. Elle a écrit déjà trois livres, ça c'est son dernier, qui a été publié en 2023. Le premier c'était, là je relis mes notes, c'était Mettre la hache, qui est plus un slam western, qui parle de l'inceste. Et son avant-dernier c'est Manifeste céleste, qui lui est un bouquin un peu plus spirituel. Donc ici, ça se situe donc dans la ville de Montréal, sur le Mont-Royal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Mont-Royal, c'est, je vais dire, c'est le poumon vert, on peut dire, de cette grande ville, avec quand même plus de 2,5 millions d'habitants, je crois, 3 millions maintenant. Donc, et je veux dire, ce Mont-Royal est séparé, sur le Mont-Royal, il y a 2 grands cimetières, le cimetière cimetière Mont-Royal et le cimetière, là je relis mes notes, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, qui a été lui inauguré en 1855, le 29 mai 1855 par la première tombe, qui était une jeune Irlandaise. Il faut savoir que le cimetière Mont-Royal est gigantesque, il fait, je crois, pas loin de 70 hectares, donc c'est énorme. Et ce Mont-Royal est parcouru par des dizaines de sentiers où on peut, je veux dire, côtoyer des joggeurs, il y a un coin spécialisé pour les homosexuels, il y a, bon, c'est ça, on trouve, je veux dire, un peu de tout dans ce coin de verdure, je dirais. C'est un bouquin aussi féministe, parce qu'il y a certaines statues, il y a certaines qui ont été faites par des femmes au courant des 2 siècles, et puis
Et puis c'est ça, donc c'est un bouquin féministe, et puis elle cite beaucoup dans son livre, elle fait des citations, mais qui ne sont pas d'elle, mais qui sont de personnes assez connues dans le monde, je veux dire, showbiz, ici au Québec, et puis aux États-Unis. Des fois c'est en anglais, des fois c'est en français, majoritairement en français. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, c'est que elle met le doigt aussi dans le sens que d'avoir ce poumon d'air frais au milieu de cette grande ville de Montréal. Et c'est ça, donc une très 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 bonne lecture quand même. Mais bon, j'aurais dû faire peut-être dans le dernier update, j'aurais peut-être dû en parler, les souvenirs. Bon, c'est vrai que les souvenirs à la fin, bon, s'estompent un petit peu, mais quand même, une magnifique couverture. Voilà, donc pour ceux qui ont envie de lire, c'est quand même de la très bonne lecture. Les prophéties de la montagne. Et on termine. Celui-là, il est très frais dans ma mémoire. Je viens de le terminer. C'est l'histoire d'Edgar Sowtell de David Wroblewski. Bon, il y a tellement à dire, je vais certainement en oublier, parce que même que ce soit très frais, c'est probablement, bon parce que l'année 2024 n'est pas encore terminée, c'est probablement mon grand coup de cœur 2024, certainement, qui est David Wroblewski. Bon, j'oublie de le dire, bon, déjà un petit oubli, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Qui est David Wroblewski? C'est un auteur américain qui a la soixantaine, je crois, 60-65 ans. Et c'est son seul et unique livre qu'il a fait. C'est une plume, c'est un livre qu'il a écrit pendant 10 ans. Il a mis 10 ans pour l'écrire. Et quelque part, ça ne m'étonne pas. Réellement, ça ne m'étonne pas. Quand j'ai lu ça, je dis waouh, 10 ans pour aboutir, pour mettre ça en 10 ans de chantier. C'est un bouquin énorme, énorme. Je vais faire à la bonne franquette, je vais reprendre ma fiche pour essayer de rien oublier. Ça, c'est un bouquin déjà qu'il a, je crois que c'est un bouquin de 2008, il a été publié en 2008. Bon, j'ai pas envie de vous spoiler rien de l'histoire. Je vais mettre juste 2-3 petits mots, parce que ça vaut le coup de... Si je vous spoil un peu, ça va être... et si vous avez l'envie de lire, ça va altérer votre lecture, quasi sûr. Donc, je vais quasi rien dire. On est aux États-Unis, on est dans les années 1970, à peu près, fin des années 1960, 1970, ouais, de ce côté-là, début des années 1970. On est dans une famille américaine, banale, normale. Le père, la mère, l'enfant. Alors, si je peux le dire directement, parce que bon, l'enfant est muet, il entend, mais il est muet. Et donc, il n'y a aucun son qui sort de sa bouche, pardon. Donc, il parle avec le langage des signes. Et cette famille a comme, je vais dire, comme travail, ils élèvent des chiens, les chiens Sowtell. Donc ils ont c'est ça, ils font de la reproduction de chiens. Donc ça c'est leur job à cette famille-là.
Et donc ils les éduquent, parce que c'est pas juste, bon, ils les éduquent, ils en font vraiment des chiens vraiment obéissants et tout, donc voilà. Ça, c'est le truc de base. On parle là-dessus. Donc, j'en dis pas plus, j'en dis pas plus. Il y a beaucoup de thématiques. Bon, là, il faudrait quand même que j'en parle. Bon, ça va pas spoiler sur l'histoire, mais bon, ça donne quand même une aide. Mais il faut en même temps que j'en parle. Il y a beaucoup de thématiques. Mais bon, comme ça va être très généraliste, vous ne saurez pas vraiment quoi. Ça parle de la vie. C'est pas banal, hein. Ça parle de la vie, ça parle de la mort. Ça parle de la vengeance. Ça parle du pardon. Ça parle, c'est une histoire avec beaucoup d'émotions. L'émotion, je vais dire, entre le gamin, bon, qui s'appelle Edgar, entre le gamin et les chiens. À un moment donné, bon c'est ça, je veux spoiler, mais je ne le ferai pas. Il y a, je vais dire, ça je peux le dire, bon, c'est pas... Le nom de ce... Bon, je ne sais pas combien de chiens il y a, mais bon, ils sont énormes, ils ont tous des noms, là, ils le disent. Mais le chien, il s'appelle Almondine. Elle s'appelle Almondine. Et l'autre s'appelle Essai, comme un essai au rugby. C'est une histoire qui est singulière et en même temps, on tombe vraiment sur son cul à plusieurs reprises dans le roman. Vraiment, on passe de 180 degrés, on est vraiment je dis estomaqué par ces revirements, revirements de situation, ou de situation, du début à la fin. Je dis bien du début à la fin. Le final est extrême. Moi, c'est un final que je ne m'y attendais pas du tout. Et pourtant, bon, des fois, avec certains livres, on voit plus ou moins où on s'en va, mais là, ici, pas du tout. C'est comme avec le fameux bouquin 22-11-63. J'ai terminé le bouquin, je l'ai refermé, j'ai lu la dernière page, j'ai refermé le bouquin, et ça m'a suivi. C'est un bouquin qui m'a suivi pendant 3-4 jours. Aussi, il y a une autre thématique qui est très importante, et pourtant, David Wroblowski donne une petite touche. C'est vraiment, il effleure vraiment le sujet. Mais en effleurant le sujet, je vais dire ça a une incidence sur le roman capitale. Capitale. Il touche de l'ésotérisme et du fantastique. Juste une pointe. Mais cette pointe va avoir de l'importance jusqu'à la fin. Là, je sais bien que je vous parle par énigme, mais je vais dire, c'est ce livre qui en fait toute la beauté, c'est que on ne sait pas où nous emmène David Wroblowski. On ne sait pas. On ne sait pas quand une situation va s'arrêter, quand il va y avoir un changement de situation, un revirement. On ne sait pas. Quand ils arrivent, on est sur son cul, en général. C'est ça. Beaucoup de thématiques en même temps. Vous l'avez vu, c'est assez difficile d'en parler parce que c'est encore là. C'est énorme comme bouquin. C'est quoi dire encore? Que dire encore?
Il y a aussi la thématique, c'est toujours le dilemme, c'est toujours entre l'impunité et la justice. Encore une fameuse thématique. Est-ce qu'on peut être impuni d'une mauvaise action, enfin de n'importe quoi, d'un crime, de n'importe quoi? Est-ce qu'on peut être impuni? Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a quand même une certaine justice qui arrive? Justice d'ici ou d'ailleurs. Mais c'est ça, ça reste énorme comme bouquin. Désolé pour ne pas avoir spoilé quasi rien d'histoire. Ça se lit, c'est quand même un bouquin qui fait à peu près 600 pages, quasi 600 pages. L'écriture, bon ça va, la police d'écriture n'a pas... il faut pas... il faut mes lunettes, c'est clair, mais ça marche. C'est l'histoire d'Edgar Sautel. Je me demande, c'est ça, pourquoi cet auteur n'a écrit qu'un livre? J'avais lu, mais je n'ai plus retrouvé sur internet où je l'avais cueilli, c'est que ce bouquin est étudié dans les écoles américaines. Mais j'ai plus retrouvé le sujet. Donc, pour vous dire, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que c'est étudié dans les écoles américaines. Waouh. Donc, je le répète, certainement le grand coup de cœur 2024. Donc voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose avec l'histoire d'Edgar Sautel? Non. Ça... En même temps, c'est pas... Comment je dis, je l'ai lu, je l'ai pas dévoré non plus, je l'ai savouré réellement. Mais pour le même prix, quand vous le lirez, parce que je l'ai pas vu sur aucun réseau social. Sur Booktube, je ne l'ai jamais vu. J'ai jamais vu quelqu'un qui en parlait. Mais quand même, c'est pour moi, de la très haute littérature. Et pourtant, c'est écrit de façon simple, comme très souvent. Comme très souvent. Et puis ça, j'allais encore dire quelque chose, mais je ne m'en souviens plus. C'est ça. Quoi dire de plus? Lisez-le. Franchement, lisez-le. C'est ça que je voulais dire. Avec des bouquins comme ça, après avoir eu une panne de lecture d'à peu près 2 mois, même, je veux dire un peu plus de 2 mois, c'est des bouquins comme ça qui me font aimer la littérature. Réellement. Donc voilà, ça termine ici les 4 bouquins que j'ai lus à cheval, enfin je veux dire mois d'août, mois de septembre. Là je suis de nouveau sur je veux dire avec un Melissa d'Acosta, qui est le lendemain, c'est ça. Très bonne lecture pour l'instant aussi. Et je continue Au bonheur de dame de Émile Zola. Par contre celui-là c'est autre chose, hein, c'est clair que c'est pas une écriture d'aujourd'hui, c'est une écriture qui a, je veux dire, 1 siècle et demi, quasi 2 siècles, hein. On est plus près des 2 siècles que du siècle et demi. Mais bon, ça se lit, je lis ça à mon aise aussi. Donc voilà. Pour ce qui est de la semaine prochaine, je ne sais pas trop si je vais faire une vidéo ou pas. Ça dépendra si je vais en librairie ou pas. Il n'y aura certainement pas d'update de lecture parce que là j'en ai fait deux coup sur coup quasi. Parce que bon, j'avais de la lecture de réserve que j'avais faite, mais là pour l'instant,
faudra attendre un petit peu. Donc peut-être un book haul, ou sinon on se reprend dans 15 jours. Donc en attendant, portez-vous bien. Donc c'est ça, en attendant, parce que là, une petite coupure, cette fois-ci c'était pas la lumière, c'était la batterie. Donc c'est ça, en attendant, portez-vous bien, faites d'excellentes lectures, comme moi j'en ai fait ici. Et puis à la prochaine fois. Bye.